amis, c'est Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation que je devais vous faire cet été et les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Donc je vais vous présenter deux lectures fantasy young adult que j'ai fait ma foi avant le mois de juillet je pense. Oui, je vous ai aussi promis des présentations sur des lectures plus contemporaines puisque vous le savez maintenant, l'été c'est un peu ma tasse de thé en fait, c'est vraiment le contemporain parce que je lis très peu le reste de l'année en général. Et cette année j'avais lu L'archipel du chien de Philippe Claudel et Le dernier Musso et je devais vous en parler et je ne l'ai pas fait, mais c'est prévu. Mais commençons tout de suite, il s'agit de deux tomes 2 qui concluent deux duologies, donc je suis plutôt bien dans mon challenge essayer de terminer les séries. Et je vais commencer avec L'Assassin du Roi de Virginia Baker. En fait, je pense que je vous l'ai dit quand je vous ai chroniqué le tome 1, c'est la couverture du tome 2 en fait que j'avais trouvé absolument sublime, qui m'avait donné envie de lire cette duologie. Bon, sans compter que ça parle de chasseurs de sorcières, voilà. J'ai lu le tome 1, je vous en ai déjà parlé, et donc je reviens vers vous pour vous parler du tome 2. Je pense que ce qui résume le mieux cette lecture, c'est que c'est une lecture pas du tout prise de tête, très simple. C'est écrit relativement gros, franchement ça se lit très vite, et c'est très ado, c'est-à-dire qu'à certains moments j'ai quand même levé les yeux au ciel, la réaction des personnages c'est bon, c'est parfois un peu limite, mais je relève toujours le gros point fort de l'univers que j'ai beaucoup aimé, du coup avec les types de magie des différents sorciers et sorcières, l'héroïne donc qui était une ancienne chasseuse de sorcières et qui dans ce tome là s'allie à eux pour mettre fin à la tyrannie de Blackwell, je crois qu'il s'appelle, un usurpateur du trône. Donc bon, petit bémol pour les personnages principaux qui agissent parfois de façon très peu mature et parfois très incompréhensible. Alors c'est expliqué sous le coup de c'est la faute de telle magie noire, mais ça reste de mon point de vue quelque peu immature. Cependant j'aime quand même les personnages qui vont avec l'univers, je pense notamment à Nicolas, grand magicien. Voilà, ça c'est intéressant, les différents complots, parfois j'étais, alors je vais pas dire perdu, mais c'est fait exprès, hein, il y a des agents doubles on va dire, donc voilà, à savoir de quel côté ils sont vraiment, c'était pas forcément évident. Il y a quelques enchaînements dans le scénario où j'ai très bien compris ce qui se passait, mais je me suis demandé comment c'était possible. Je vous en dis pas plus. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne l'intrigue, c'est pas mal, il y a rien de transcendant non plus, il y a quelques petits points qui sont assez facilement imaginables, enfin qu'il est assez facile de deviner. Donc voilà, rien de méga giga ouf, mais ça reste un pourquoi pas, voilà, ça se lit bien, voilà, pourquoi pas. J'ai relevé à plusieurs reprises quelques coquilles qui sont quand même assez grosses, et je trouve ça dommage en fait parce que ouais, c'est édité par PKJ, je sais pas si c'est dû seulement à ce lot là, mais bon, j'ai trouvé ça un peu limite. Je vous en montre juste une. Le souci c'est que c'est pas des coquilles, je pense qu'il y a une ou deux coquilles orthographiques, mais c'est plus des coquilles sémantiques qui du coup compliquent un petit peu les choses. Par exemple, là on a Seb s'éloigne aussitôt, puis de moi, jaune et livide. Alors j'imagine que c'est près de moi, mais voilà, ça peut être un peu déstabilisant et c'est pas la seule, mais c'est celle que je vous donne en exemple. Si je devais résumer du coup la duologie, je dirais que malgré la couverture très belle, ce n'est pas un indispensable, ce n'est pas un incontournable. En revanche, pour tous ceux qui aiment le thème un peu chasse aux sorcières et sorcellerie, voilà, mais pas la sorcellerie avec des baguettes magiques ou quoi, et ben franchement ça reste une lecture sympa pour des jeunes adultes. Voilà, faut aussi se mettre ça dans la tête. La deuxième lecture que j'ai à vous présenter, c'est le tome 2 de Zalim de Karina Rosenfeld, donc qui conclut là aussi la duologie de Zalim. Je pense que je vous l'ai dit quand j'ai lu le premier tome de Zalim, j'avais lu de Karina Rosenfeld le livre Monde, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, pas en entier d'ailleurs, c'est une lecture que j'ai très envie de refaire, et voilà, je voulais la découvrir un peu dans autre chose. Zalim, c'est là aussi, et peut-être même encore plus que l'autre, jeunesse, vraiment jeunesse, enfin jeune adulte, bon, on va dire ça, encore plus que l'Assassin du Roi. Pourquoi je le trouve très jeunesse, déjà c'est dans le comportement des personnages, mais c'est aussi dans la simplicité globale du récit et dans les facilités prises par l'auteur. Je pense qu'à certains passages ça manque presque de logique, de pragmatisme, et à d'autres moments tout est beaucoup trop facile. Moi c'est quelque chose que je pardonne assez difficilement parce que, alors je dis pas que c'est évident hein, de rendre quelque chose très cohérent, mais pour moi c'est vraiment essentiel.
Donc pour un petit résumé de ce qui se passe dans ce tome 2, vraiment très très rapide, enfin plutôt de la fin du tome 1, Eliana s'est rendu compte qu'elle était l'hôte de Zalim et pense que la seule solution pour qu'il arrête de faire du mal à qui que ce soit, c'est de s'exiler, voilà, très très loin dans une région reculée, de laquelle il ne pourra pas rejoindre des terres habitées. Et une fois arrivée là-bas, ce que elle compte faire, c'est le mater, en fait le dompter et puis pouvoir revenir près des siens ou alors se laisser mourir. Et en fait, plusieurs fois dans le roman, enfin en tout cas une fois bien marquante, donc elle s'éloigne, elle est accompagnée d'ailleurs par un personnage dont je reparlerai. Elle s'éloigne donc avec Zalim dont elle est l'hôte et une ou deux fois il y a la réflexion comme quoi il commence à manquer de vivre. Et ils ont pas l'air d'en avoir pris beaucoup. Sauf que, en fait, c'est le principe même. Enfin, s'ils s'éloignent de toute civilisation humaine et qu'ils cherchent pas un ruisseau pour pêcher, ou en plus ils s'éloignent dans des terres enneigées, de base, il y avait, j'ai l'impression que Eliana, ce qui est possible parce qu'elle est jeune, mais bon, elle a été accompagnée dans son projet, on va dire, personne n'a mené de réflexion sur comment elle allait survivre et jusqu'où elle allait aller. Et ça me paraît un peu étonnant, voilà, parce que bon, elle avance, puis elle va mourir de faim. Donc voilà, ça pour moi par exemple, c'est une limite, ça aurait pu être réfléchi en amont, avant qu'elle parte, limite qu'elle se fasse livrer, enfin qu'elle se fasse livrer, cette expression, qu'il y ait du ravitaillement qui soit organisé pour elle, d'une manière ou d'une autre, enfin, je sais pas, quelque chose quoi, mais au moins que ce soit. J'aurais aimé que dans le texte soit indiqué qu'elle y avait réfléchi et à la limite qu'elle n'avait pas trouvé de solution. Mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça m'a un peu embêtée et qu'elle ait l'air de découvrir que d'un seul coup, ah bah tiens, j'aurais plus à manger. Dans le côté simplicité, on a aussi la plume qui reste très simple. Comme je vous le disais, ça fait très longtemps que j'ai pas lu du Karina Rosenfeld, donc je ne peux pas trop juger si c'est quelque chose d'habituel ou pas avec elle. Mais là, j'ai trouvé un peu simple, il y a quand même pas mal de répétitions. Et alors je pense que vraiment ce qui m'a le plus agacée avec cette lecture, qui reste par ailleurs une bonne lecture, hein, c'est super simpliste. C'est-à-dire, voilà, le royaume est en guerre depuis des années, je crois. Oui, c'est ça, depuis des années, le royaume est en guerre. Les ennemis d'un seul coup sortent une nouvelle arme. Tout est perdu, voilà, tous les espoirs fondent, Eliana n'est plus là, on ne sait pas comment ça va se passer, tout le monde va mourir. Et d'un seul coup, entre le fromage et le dessert, le Premier ministre se souvient d'une super solution qui était bien cachée et que personne ne lui avait rappelé avant, auquel il n'avait pas pensé, dont il se souvient là très rapidement parce que quelqu'un lui évoque une idée. Personne ne s'est manifesté, hein, mais sortons de nouveaux automates. Voilà, c'est si simple, ils sont déjà prêts depuis longtemps. Ils ont été préparés des années à l'avance, mais personne ne s'en est souvenu. Non mais enfin, là ça manque très clairement de réalisme. Alors c'est un beau twist hein, dans le roman, c'est bien dans les péripéties, ça fait avancer l'histoire, ça ravive le suspense, mais j'ai trouvé ça mal amené. Voilà, très mal amené. Ça me paraît tellement improbable que pour moi c'est pas passé. Sans compter que quand je vous dis qu'il découvre ça entre le fromage et le dessert, il découvre ça à la suite de la grosse organisation d'un bal et il est spécifié que à cause du bal on a un peu oublié de s'occuper de la guerre, ce qui me paraît là aussi extrêmement peu probable. Enfin je veux dire il y a des urgences, donc ok le bal c'était important en termes politiques, mais bon quand il y a une guerre sur le feu c'est un peu comme le lait quoi, donc bon, de mon point de vue. Hein. Voilà, donc ça, ce sont quelques éléments qui m'ont un peu agacée. Maintenant, parlons un peu des personnages. On va suivre un peu le roman en deux temps. Une phase avec Eliana et du coup Jade, voilà, le fameux chevalier servant Jade, qui est en fait un ennemi mais qui a été retourné, enfin qui est un peu infiltré, dont on a retourné l'esprit, enfin voilà. Et de l'autre côté on va suivre Ederin, donc le premier ministre, Kaya et Agda, donc qui sont on va dire les régentes, et qui eux sont plus du côté de la guerre.
J'ai bien aimé ce découpage, j'ai trouvé que le dynamisme était bien donné. En ce qui concerne l'évolution de la relation entre Eliana et Zalim, j'ai beaucoup apprécié, je pense que c'était sympa, c'est bien fait, et en fait c'est pour ça que je voulais lire ce roman, c'était pour voir comment ça allait évoluer, quelles étaient les solutions possibles, même si là encore une fois j'ai trouvé que c'était un peu simple. Ederin, Kaya, Agda de leur côté, ils gèrent bien les choses, à part cette histoire d'automates qui sortent du placard. Mais voilà, j'ai bien aimé les suivre. Et du côté de Eliana et Jade, alors là, grosse évolution dans leur relation également, comme on peut s'en douter, que j'ai trouvé beaucoup trop rapide. Après, je pense qu'il me manquait le background du premier tome, parce que ça fait un moment que j'ai lu le premier, donc je me souvenais plus trop comment ça avait été amené dans le premier, mais là, j'ai trouvé que ça c'était un peu trop rapide. Encore une fois, en bilan, une bonne lecture sans plus, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un incontournable, je suis contente d'avoir terminé les 2 duologies. Celui-là j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, voilà, c'est une bonne lecture, jeunesse je pense. Faut pas aller chercher trop loin, le concept du démon, de l'univers, de la guerre, j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, pour moi il y avait ces 2 gros défauts, la facilité et la simplicité, qui font que je n'ai pas apprécié à fond cette lecture. Donc un bilan finalement assez mitigé avec 2 lectures qui sont ma foi bonnes mais sans plus, qui peuvent intéresser le public qui est visé, hein, donc là c'est tout ce qui est chasse aux sorcières et là c'est démons, guerre dans un monde fantasy. Des lectures rapides et simples pour l'été, ça fait quand même plaisir, j'ai pu faire baisser un petit peu ma pile à lire qui ne cesse d'augmenter. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu ces romans ou que vous souhaitiez les lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, donnez-moi vos avis, discutons-en en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures.